de Fontenay-sous-Bois, inculpation et incarcération du gardien de la paix qui avait tué le jeune motard. Les télévisions privées, les concessions des deux chaînes, la 5 et la 6 sont résiliées. Les Chinois à Longwy en France, où le démontage pièce par pièce d'une usine condamnée, une solution originale pour sauver la ferraille de la casse. Aujourd'hui, samedi 2 août, 498 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 437 jours pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 147 jours pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos amis d'Antenne 2, et 87 jours pour Camille Sontag. Ces 7 otages français détenus au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Comme prévu, de très nombreux bouchons ont marqué cette journée de départ en vacances. Des kilomètres de ralentissement sur les autoroutes, sur les nationales, des accidents, dont certains très graves. Bref, une matinée épuisante pour les automobilistes qui ont malgré tout pu mieux rouler cet après-midi, même s'il persiste encore de nombreuses poches d'embouteillage. Sophie d'abord. Si les conducteurs ont fait preuve de patience, les moteurs ont parfois craqué. Voilà ce qui arrive lorsqu'on est trop pressé de s'enfuir. Des heures d'attente interminables, pare-choc contre pare-choc sous le soleil accablant. Il fallait avoir le moral pour partir aujourd'hui. Un réseau routier proche de l'asphyxie, probablement la journée la plus difficile de ce week-end de grand départ. Les bouchons semblent actuellement se déplacer vers le sud. 35 km de ralentissement à Montpellier, 25 km dans le Vaucluse. Cet après-midi au sud de Lyon, des difficultés sur l'autoroute A7, 50 km de ralentissement entre Ternay et Valence. Sur l'Atlantique, il fallait jusqu'à 8 heures d'attente pour s'embarquer vers l'île de Ré. Le trafic devrait redevenir fluide sur l'ensemble du pays dans la soirée. Mais pour certains, la grande escapade a brusquement tourné au drame. Samedi, dans la nuit, sur l'autoroute A10, près de Blois, un carambolage d'une dizaine de voitures provoque un violent incendie. Dans ces carcasses calcinées, 2 enfants sont morts carbonisés, 22 personnes ont été légèrement blessées. Autre accident grave en Charente, sur la nationale 10, 2 morts et 6 blessés graves. Les accidents sont souvent dus à la fatigue, à des voitures surchargées et à des pneus souvent mal gonflés. Alors prudence. Oui, et une seule consolation pour les automobilistes aujourd'hui, la baisse du prix de l'essence, près de 10 centimes par litre sur les autoroutes. C'est l'une des conséquences heureuses de la concurrence à laquelle se livrent les grandes compagnies pétrolières. Martine Pietri, la secrétaire de direction de la banque Worms, libérée hier soir par son ravisseur à Paris, est actuellement entendue par les policiers de la brigade criminelle au quai des Orfèvres. Les enquêteurs espèrent que le récit de ces 9 jours de détention les mettra sur la piste du ravisseur, dont ils affirment toujours ignorer l'identité. Roland Sicard et Jean-François Hoffmann. 8 jours de détention et enfin hier soir, la liberté. Il était un peu plus de 22 heures. Une camionnette s'arrête devant le 103 avenue Henri Martin. À l'intérieur, le ravisseur et Madame Pietri. L'otage est abandonné à même le trottoir, au pied de ce banc. Peu après, un jeune homme remarque sa présence et alerte aussitôt les gardiens. Elle nous a expliqué, elle ne pouvait même pas dire je suis, elle disait Martine. On aborde au départ, moi je n'avais pas compris son nom, j'avais compris Catherine. Comme elle ne nous répondait toujours pas, qu'elle avait des difficultés, elle pleurait un peu. Alors mon mari a dit bon, on va appeler le commissariat et moi avant que la police arrive je lui avais demandé si elle a été maltraitée, elle m'a dit non. Physiquement dans quel état était-elle? Fatiguée. On avait l'impression qu'elle n'avait pas dormi depuis longtemps. Madame Pietri a passé sa première nuit de liberté à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu avant d'être entendue cet après-midi par les inspecteurs de la brigade criminelle. Dans son entourage, chez ses amis du restaurant La Couscousserie, où elle avait l'habitude d'aller dîner, on a appris la nouvelle quelques minutes seulement après la libération. Je suis rassurée, elle est en vie, c'est ce qui est important. Dans ce genre de prise d'otage, on craint toujours un dénouement très malheureux. Soit dans un bain de sang ou de tomber sur un fou. Mais enfin là, en l'occurrence, j'ai l'impression que le dénouement est vraiment des plus heureux. Hier, des responsables de la banque Worms avaient adressé un ultimatum aux ravisseurs. La rançon, 10 millions de francs, ne serait versée que si l'otage était libéré avant la fin de la soirée. Mais selon les enquêteurs, aucune somme n'a en fait été débloquée. Dans un appel téléphonique, le ravisseur a ainsi expliqué la libération de Madame Pietri. « Je suis un joueur, pas un tueur ». Un ravisseur qui, pour le moment, reste insaisissable.
Éric Léniel, le gardien de la paix qui a tué jeudi soir d'une balle dans le dos le motard William Norban, a été écroué cet après-midi après avoir été inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Éric Léniel n'avait en effet même pas tenté d'invoquer la thèse de la légitime défense pour justifier l'usage de son arme. Il avait d'ailleurs tout de suite après le drame reconnu avoir tiré dans le dos du motard. Cela pose en tout cas la question sur le droit d'utiliser pour un policier son arme et sur ce point la loi est très claire. Dominique Thiers. Le policier est un citoyen comme les autres. L'usage de son arme est soumis au régime de droit commun. Il ne peut s'en servir qu'en état de légitime défense. Celle-ci est définie par les articles 328 et 329 du Code pénal. Article 328, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures, le coup étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Article 329, la légitime défense ne peut être admise s'il y a disproportion entre l'attaque et la défense. Elle doit constituer une défense à une attaque antérieure. Ces précisions sont en toutes lettres dans le manuel du gardien de la paix. À la rubrique « Le policier et son arme », on peut y lire « Il n'y a pas de légitime défense si le danger est passé », entre parenthèses si la personne est en train de fuir. Autre précision, le fait qu'un automobiliste n'obéisse pas à une injonction n'autorise pas l'usage de l'arme. En fait, seul le gendarme est autorisé à tirer, après sommation, en cas de délit de fuite. Aucune précision n'a été donnée aujourd'hui sur la nature des objets saisis au domicile de William Norban. Si pour les policiers de fortes présomptions leur font penser qu'il était bien l'homme recherché pour des vols à l'arraché, il faut attendre maintenant les conclusions de la justice sur ce point. Le député socialiste Gilbert Bonnemaison estime qu'un drame comme celui de Fontenay-sous-Bois exige une volonté nationale qui mette tout en œuvre pour éviter son renouvellement. Robert Broussard, le directeur général des polices urbaines, a déclaré aujourd'hui que la police n'était pas au-dessus des lois et il a également ajouté que l'exercice du métier de policier était de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux. Pour preuve, les événements de la nuit dernière à Rouen où un gardien de la paix de 25 ans a été grièvement blessé au ventre dans la banlieue de la ville par un automobiliste qui a tiré sur lui à bout portant avec un pistolet. L'automobiliste venait de griller un feu rouge. Et au moment où les policiers qui avaient réussi à atterrer sa voiture lui demandaient ses papiers, l'automobiliste a donc tiré sur le gardien de la paix. Il faut ajouter que cet homme était vigile dans une société de surveillance. Les deux chaînes de télévision privées, la 5 et la 6, n'ont plus que quelques mois à vivre, en tout cas sous leur forme actuelle. Car deux décrets parus ce matin au journal officiel résilient les concessions de ces deux chaînes de télévision. Alors cela signifie-t-il l'arrêt des émissions? La réponse de Jean-Louis Le Sel. Sur le petit écran, la 5 et la 6 ne devraient pas plonger dans le noir. Mais fin décembre, les programmes de ces deux chaînes privées n'auront certainement plus rien à voir avec ceux qui sont proposés aujourd'hui. L'annulation des concessions signifie avant toute chose que les propriétaires vont soit devoir quitter le navire, soit composer avec d'autres partenaires en ne restant pas forcément majoritaires des parts. Pour le ministère de la Communication, il était impossible de laisser subsister des concessions accordées, selon lui, dans la précipitation, à la veille d'élections, au détriment des créateurs français et au mépris des principes de transparence et de concurrence. De leur côté, messieurs Seydoux, Berlusconi et Ribou ruent dans les brancards en menaçant de saisir le Conseil d'État. La commission, qui remplacera la haute autorité, aura seule compétence pour distribuer les autorisations d'usage des fréquences. Les décrets parus ce matin précisent que les concessions des deux chaînes seront résiliées 3 mois après l'installation de la nouvelle commission, en gros à la fin de l'année. En attendant de connaître la physionomie des programmes, va sans doute se poser le problème des ressources. Les publicitaires hésiteront peut-être à investir dans des médias dont ils ne discernent pas nettement l'avenir. L'affaire du carrefour du développement, Christian Nucci continue à plaider sa bonne foi. Pourtant, je vous rappelle que le journal Le Monde révélait hier que l'ancien ministre de la Coopération avait réglé pendant 2 ans ses cotisations au Parti socialiste en utilisant un compte alimenté par les fonds publics. Ce qu'a d'ailleurs confirmé Christian Nucci lui-même.
L'actualité à l'étranger, la monnaie irlandaise a été dévaluée de 8%. Cette décision a été prise la nuit dernière à l'issue d'une concertation entre les pays membres du système monétaire européen. Aucune modification des parités des autres monnaies européennes entre elles n'est prévue. Cette décision est l'un des moyens pour relancer la machine industrielle de l'Irlande qui connaît actuellement un taux de chômage de plus de 17%. Décision surprise du président Ronald Reagan qui a autorisé la subvention de vente de céréales à l'Union soviétique. Le président américain a donc ignoré les objections du département d'État et de celui de la Défense. Jean-Marc Illouz. Voilà donc 4 millions de tonnes de blé américain qui finiront dans les estomacs soviétiques, si ce n'est pour une bouchée de pain, du moins au prix du marché mondial, c'est-à-dire à un cours bien inférieur au prix payé par les Américains eux-mêmes, du jamais vu. Transaction, tout ce qu'il y a de plus officiel est confirmé ici au nom du président Reagan par le ministre américain de l'Agriculture. Cette première vente de blé subventionné à l'URSS coûtera au Trésor américain la bagatelle de 300 millions de dollars. Un cadeau auquel était hostile le Pentagone, un geste qualifié à l'avance de ridicule par le secrétaire d'État George Shultz. Alors quelle mouche a-t-elle piqué le président Reagan ? La nécessité d'offrir une friandise diplomatique à M. Gorbatchev en vue du futur sommet? Non. Montrer aux agriculteurs européens que l'Amérique a aussi les moyens de se battre sur le terrain des subventions? Peut-être. Mais la vraie raison est ici au cœur d'un Middle West regorgeant d'excédents et dont les agriculteurs surendettés menacent d'abandonner en masse le Parti républicain aux élections législatives. Perdre la majorité au Sénat serait un grave échec pour le président Reagan. Alors au diable les considérations Est-Ouest et vive le Middle West. Situation toujours très tendue en Afrique du Sud, avec l'explosion de 2 bombes aujourd'hui dans un marché de Pretoria, 3 morts et devant un bureau de poste au Cap. Le gouvernement sud-africain avait annoncé hier le renforcement des lois d'exception et ce regain de violence intervient à la veille du mini-sommet du Commonwealth qui doit s'ouvrir demain à Londres pour décider d'éventuelles sanctions contre Pretoria. Alain Cancès. C'est ici que va se dérouler à partir de demain après-midi le mini-sommet du Commonwealth. Cette organisation qui regroupe une 50aine de pays. Les anciennes dominions britanniques, comme l'Australie ou le Canada, les anciennes colonies qui formaient autrefois l'Empire, l'Inde, le Zimbabwe, le Nigeria notamment, et de petits territoires au statut divers, les îles Caïmans, les Bermudes, l'île de Man par exemple. L'immense majorité de ces pays sont aujourd'hui indépendants et seuls maîtres de leur politique. Mais le Commonwealth reste le club où ils se retrouvent et dont la reine d'Angleterre est officiellement le chef. Un club de plus d'1 milliard d'adhérents représente une force politique, diplomatique, économique que la Grande-Bretagne ne peut négliger. Or, ce club est aujourd'hui menacé d'éclatement en raison de l'attitude de Mme Thatcher, le Premier ministre britannique. La quasi-totalité des membres du Commonwealth veulent des sanctions économiques sévères contre l'Afrique du Sud. Mme Thatcher s'y refuse toujours. Demain, 6 pays du Commonwealth, parlant au nom de tous, vont essayer une nouvelle fois de la faire changer d'avis. Parmi leurs meilleurs arguments, l'échec complet de la récente mission en Afrique du Sud de Sir Geoffrey Howe, le ministre britannique des Affaires étrangères. Sir Geoffrey Howe n'a rien obtenu des Sud-Africains, si ce n'est un accueil aux limites de l'insulte. Sir Geoffrey Howe est désormais lui aussi partisan des sanctions, il aurait même menacé de démissionner. Une attitude que soutiennent un nombre croissant d'hommes politiques conservateurs, y compris certains ministres du gouvernement Thatcher. Face à cette situation, Mme Thatcher va essayer une fois encore de gagner du temps et proposer de renvoyer la décision finale à l'automne à une réunion plénière du Commonwealth convoquée à cet effet. Ce ne sera pas suffisant. Pour éviter une crise très grave, elle va devoir accepter soit des sanctions immédiates, même limitées, soit s'engager formellement à des sanctions extrêmement sévères si à l'automne rien ne s'est passé en Afrique du Sud. Dans quelques heures, au moment de prendre sa décision, elle ne pourra pas oublier que c'est tout l'avenir du Commonwealth qui est en jeu. Le gouvernement espagnol, lui, est satisfait après les expulsions des réfugiés basques décidées récemment par la France. Le porte-parole du gouvernement de Madrid a exprimé son impression très favorable, c'est ce qu'il a dit. Le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France a été adopté hier soir par le Sénat. Certains amendements par rapport au texte voté en juillet à l'Assemblée nationale. Ainsi, les étrangers en instance de reconduite à la frontière pourront faire valoir leur point de vue devant les commissions départementales d'expulsion. Mais ce texte doit maintenant être examiné par une commission paritaire avant d'être adopté définitivement par le Parlement.
Suite de la libération des prix en France, les prix de vente au détail du saucisson sec et de la côtelette de porc peuvent être librement déterminés dès aujourd'hui pour le saucisson, le 14 août pour les côtelettes. Expérience économique originale à Longwy en Lorraine depuis mars dernier. Une équipe de Chinois démonte une usine qu'ils avaient achetée. Cette usine de la Chierte s'était fermée depuis 1980. Elle sera reconstruite en plein centre de la Chine. C'est la première expérience de ce type qui est l'espoir de futurs débouchés pour ce genre d'usine condamnée en France. Corinne Pertuis et Didier Dahan. 675, oui. 675, 700, 1000, 2000, 22 000 pièces repérées et numérotées, un immense puzzle à remonter en Chine, dans le Wuhan. Un complexe sidérurgique s'y trouve déjà, il faut l'agrandir et le moderniser. Pendant un an, 2 sociétés françaises, Sudat-Niol et Delattre-le-Vivier, vont démonter 12 000 tonnes de poutres, broyeurs, cribles, chariots et les envoyer par convois spéciaux. La chaîne d'agglomération de la Chière alimentait tous les hauts fourneaux du bassin de Longwy. Elle s'est arrêtée en 1980, elle n'a fonctionné que 7 ans, faute de commandes. Pierre Varimont y a travaillé. On travaillait à la demande. On a eu besoin de moins en moins de produits, donc moins de production. Ça s'est arrêté, disons, parce qu'il n'y avait plus besoin de rien. Je ne vous cacherai pas que lorsque le premier camion est parti, un convoi exceptionnel, donc ça m'a fait un petit pincement au cœur. C'est dur. 40 Chinois, tous cadres et ingénieurs, sont là pour choisir et vérifier les pièces qui sont envoyées. Ils sont là aussi et surtout pour étudier les 4000 plans de l'installation. C'est eux et eux seuls qui devront remonter l'usine dans le Wuhan. Les Français ne seront plus là pour les aider. La Chine a besoin d'acier pour industrialiser le pays. Elle en produit actuellement 40 millions de tonnes pour 1 milliard d'habitants. La France en produit la moitié pour 56 millions d'habitants. Cette installation a une technologie très avancée. Elle bénéficie d'un procédé de pointe et l'équipement est tout à fait neuf. Si nous avons acheté une usine d'occasion, ce n'est pas seulement parce que ça nous coûte moins cher qu'une usine neuve, c'est aussi parce que nous pourrons la faire fonctionner très vite. Le contrat a rapporté 125 millions de francs à Usinor, mais cela lui a coûté aussi beaucoup d'argent. Il a fallu, entre autres, rétablir une ligne de chemin de fer à l'intérieur de l'usine. Il a fallu aussi mettre au point une nouvelle technologie. C'était la première fois qu'Usinor démontait une installation. Ce qu'on fait, le résultat net n'est pas aussi considérable que ce qu'on pourrait imaginer. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'ouvrir des marchés à la France, notamment dans les pays en voie de développement qui recherchent de plus en plus ce genre d'équipement de seconde main et de permettre des transferts de technologie, de permettre à des industriels français de porter des marchés également et de se faire connaître. À l'hôtel des cadres d'Usinor où les Chinois sont hébergés, les occasions sont nombreuses de fêter l'amitié franco-chinoise. Chaque mois, tonne après tonne, la chaîne d'agglomération est acheminée par bateau du port d'Anvers au port de Shanghai. L'usine devrait fonctionner fin 87, non plus à l'ombre du Crassier, mais sur les rives du Yangtze. Les sports, il n'y a que des bonnes nouvelles. D'abord, 3 Français qui ont remporté le championnat d'Europe de ski nautique en figure messieurs à Lincoln en Angleterre. Pierre Carmin d'Annecy est premier, Patrice Martin de Nantes deuxième et Luc Seigneur de Montbéliard troisième. Autre satisfaction française, Thierry Tulane s'est qualifié pour la demi-finale du tournoi de tennis de Washington. Il a battu en 2-7 le Suédois Carlson. Le tennisman américain John McEnroe a épousé hier l'actrice Tatum O'Neal. Ils avaient eu un petit garçon il y a 2 mois. La cérémonie s'est déroulée dans une église catholique d'Olster Bay dans l'état de New York. Les 2 mariés, vous le voyez, ne sont sortis que quelques secondes pour saluer les centaines de curieux. John McEnroe, lui, doit faire sa rentrée sur les circuits de tennis la semaine prochaine dans le Vermont.
La saison des courses de Deauville a commencé aujourd'hui avec un premier tiercé dans le prix d'Honfleur. La combinaison gagnante est le 18, le 16 et le 15. Les rapports dans l'ordre est pour 5 francs, 61 482 francs et dans un ordre différent, 10 973 francs. Ce mois d'août, à Deauville, c'est donc le rendez-vous des jockeys, des entraîneurs, des propriétaires. Et Pierrette Bresse et Philippe Péter l'ont constaté. Entre deux courses, il se passe beaucoup de choses à Deauville. Pour les jockeys, Deauville, c'est un peu la récréation. Ici, on vit mieux, plus décontracté. Et si l'on oublie quelquefois les contraintes du régime alimentaire, le tennis permet d'éliminer les excédents de poids. Sur le quick, Alain Lequeux, Guy Guignard et Freddy Head ne sont pas des vedettes, mais prennent tout de même ce tournoi très au sérieux. La balle change de camp, après le tennis, le golf, où cette fois-ci, on rencontre les propriétaires. Ça va, Douillette? Michel-Ange, quels sont les meilleurs joueurs? Est-ce qu'Olivier Douillette est un bon joueur, par exemple? Le meilleur joueur, c'est David Smaïa. C'est David Smaïa qui voit un Ça fait longtemps que vous jouez au golf? 6 mois. Donc Deauville, finalement, pour vous et pour les gens des courses, c'est une façon de se retrouver, de se détendre et de s'amuser. S'amuser avant tout. Bien, super. C'est une question de décontraction et ça me fait beaucoup de bien après les courses, ou même un jour qu'il n'y a pas de course, j'adore aller jouer. Ça te permet de te vider la tête complètement? Voilà, parce qu'on pense qu'il y a la petite balle, c'est peut-être ridicule, mais enfin, ça me détend beaucoup. Quand on monte des bons chevaux, n'importe quoi, on aime bien se décontracter un petit peu avant. Et quand il y a une journée sans course, on joue. C'est finalement l'écurie Patrick Biancone qui a gagné, battant d'une courte tête David Smaïa. Certains jockeys s'amusent, d'autres souffrent, car tous les moyens sont bons pour perdre du poids dans les établissements des thermes de Deauville. Et vous arrivez à perdre combien, là? Entre 800 et 1 kilo. Un bon kilo. Ouais, un bon kilo. Bon kilo. Ouais. Au bout de combien de temps? C'est 1h30 quand même. Et à quelle température, le sauna? 80, 90, 100. C'est pas trop fatigant, point de vue force, est-ce qu'à cheval, ça vous enlève pas des moyens? Non, parce qu'on reste pas trop longtemps, on sort tous les quarts d'heure, on prend une douche froide, on reste pas trop longtemps. Le massage, c'est toujours dans le but de maigrir? Non, le massage, ça peut être dans le but de décontracturer. En général, pour les jockeys, c'est ce qu'on fait. C'est plutôt quand ils ont mal au dos ou qu'ils ont des contractures après avoir couru ou avant avoir couru. Là, il a l'air blé, là. C'est bon. Je me laisse aller, je suis extra. Eh bien, ces messieurs me semblent tous en pleine forme pour disputer le tiercé de demain. Pierrette, toujours à Deauville. Ils sont très musclés, ces petits jockeys. Vous l'avez constaté vous-même, oui. Apparemment. Oui, puis j'ai supprimé quelques images quand tu étais imposé. Alors, enfin, vous venez de le voir, à Deauville, tout le monde vit un petit peu au rythme des vacances, mais les chevaux ne sont pas oubliés, puisque tous les matins après l'entraînement, eh bien, on les emmène sur la plage, prendre des bains de mer, ça leur fait beaucoup de bien pour leurs petites jambes fragiles. Voilà, alors tout au long de ce mois d'août, eh bien, j'aurai l'occasion de vous montrer des reportages, vous montrant tous les aspects de ce meeting assez exceptionnel, sans oublier les ventes de yearling qui sont vraiment remarquables et toujours très intéressantes pour les acheteurs étrangers d'ailleurs. Voilà, mais tout de suite, eh bien, revenons à ce tiercé qui va se courir dans le prix de Sassy. Il s'agit d'une course à handicap. Et cette course va permettre aux jeunes chevaux âgés de 3 ans d'affronter leurs aînés sur une longue distance, 2500 mètres. Alors 25 chevaux mâles et femelles s'aligneront au départ de ce tiercé. Et tout de suite, eh bien, voici la sélection que je vous propose de jouer. Avec en tête Cousu d'Or le numéro 16, suivi d'Abrigé le numéro 15, Machado le 13, Ferrolan le numéro 9, Val d'Ajol le numéro 2, Mimcide le 17, Reliquaire le 20 et Nitrat le numéro 19. Je répète en numéro. 16, 15, 13, 9, 2, 17, 20 et 19. Le petit lapin, eh bien, c'est un compagnon pour les chevaux qui s'ennuient dans leur box. merci Pierrette. Les nouveaux réalistes, c'est le thème d'une exposition passionnante qui se tient actuellement à Paris, au Musée d'Art Moderne, dans la tradition des artistes français qui, depuis plus de 25 ans, ont découvert qu'avec des poubelles, eh bien, ils pouvaient faire des trésors. Pierre Champetier et André Seurat nous rappellent l'aventure de ces réalistes français. Qu'y a-t-il dans une poubelle? Des ordures, des épluchures, des détritus. Vous n'y êtes pas. Il y a de la beauté. C'est ce que décrétèrent en 1960 une dizaine de jeunes artistes pour tourner en dérision la société de consommation. À l'époque, les usines tournaient à plein régime. Les HLM poussaient comme des champignons. On achetait, on jetait toujours davantage. L'art passait derrière pour accommoder les restes. Voici
le jeune Armand sur le carreau des Halles qui récupère chiffon, papier gras et boîte de camembert pour composer ses tableaux poubelles. Hins ou Vilglé arrache à la sauvette des lambeaux d'affiches pour les revendre dans les galeries d'avant-garde. César dans les cimetières de voitures pour choisir les plus belles épaves. Niki de Saint-Phal qui massacre ses tableaux et ses tubes de couleurs à coups de carabine. Yves Klein qui peint au lance-flamme, trempe ses pinceaux vivants dans le bleu industriel. Spoeri qui rassemble les reliefs du repas et débarrasse la table. Christo qui fait les paquets. Les nouveaux réalistes avaient un chef d'école, Pierre Restani, qui leur donna leur nom, et un porte-parole qui exprima leurs pensées. « 25 ans plus tard, les voici au musée. La plupart d'entre eux sont devenus riches et célèbres. Les historiens d'art prennent très au sérieux ces débuts, qu'on peut au choix considérer comme de simples canulars ou comme l'expression la plus brutale et la plus vive de la société industrielle. Le chef-d'œuvre de cette période, signé Tinguely, ne pourra jamais entrer au musée. Nous l'avons découvert dans une clairière de la forêt de Fontainebleau. On cherche 20 à 30 millions de francs pour le transporter dans un endroit plus sûr, avant que la nature ne le digère comme un vulgaire tas d'ordures. Le temps demain est là, les nouvelles ne sont malheureusement pas très bonnes car une détérioration est prévue. José Blanc-Lapierre. Et oui, en effet, dans le combat nuage contre soleil, eh bien demain, ce sont les nuages qui vont l'emporter. Alors, avantage aux nuages et explication sur notre photo satellite. Cette masse nuageuse qui nous vient de l'ouest va peu à peu gagner le pays, car ici les pressions sur l'est ne sont pas assez élevées pour la repousser. Alors résultat, eh bien le voici, il y aura sur la Bretagne et la Normandie, le ciel sera de plus en plus couvert dans la journée. Il y aura des ondées le matin et des orages en fin de journée. Attention, des orages qui risquent d'être assez violents. À l'avant de ce front perturbé, il y aura de belles éclaircies, mais des passages nuageux de plus en plus nombreux au fil de la journée, des Pyrénées au centre et au bassin parisien. Sinon, eh bien, seul le quart sud-est sera épargné demain. Il fera très beau sur le Midi, sur les Alpes et sur la Corse. Et il fera très chaud, puisque les températures sont en hausse. Elles s'échelonneront de 20 à 32 degrés sur la moitié nord, de 26 à 36 degrés sur la moitié sud. Il fera 36 degrés à Montélimar demain. Demain, justement, dimanche 3 août, il y aura 4 minutes de soleil en moins. Le soleil se lèvera à 6h28, il se couchera à 21h25 et ce sera la Sainte Lydie. Prochain rendez-vous avec l'information vers 23h45, minuit moins le quart, pour notre dernier journal. Bonsoir, merci de votre attention, excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.